avec le Doc et José Arsenault. Bonjour tout le monde et bienvenue dans l'émission Le Doc Maillot et José. Bonjour Doc. Oui, bon matin José. Alors, aujourd'hui, j'avais hâte à cette émission-là, sincèrement. Ah ouais? Oui, parce que vous avez vraiment dit la semaine dernière une phrase que je trouvais très forte et ça j'en suis convaincue parce qu'on a eu des messages de la part des gens qui disaient voyons donc ça n'a pas de bon sens, puis alors ça a fait réagir beaucoup. On va remettre en contexte, on a même un extrait à faire entendre, mais juste avant je vais le présenter là dans l'émission Avez-vous peur de déplaire. On a Éric qui nous avait téléphoné et qui nous disait que son père était alcoolique et que lui ça il prenait une caisse de 24 là, pour être parlable, une mère qui était toxicomane, mais que depuis 7 ans elle était sobre, qu'elle allait d'ailleurs même à des réunions chaque semaine. Puis là, ne consomme pas. Et lui, vu qu'il était père monoparental, ben il laissait sa mère s'occuper des enfants. Et là, vous avez réagi. D'où notre question d'aujourd'hui. Je l'ai dit tout de suite parce que c'est des gens qui veulent réagir. Ils peuvent réserver leur circuit téléphonique de maintenant. Peut-on faire confiance à des ex-toxicomanes? On part large, là, mais on va aller dans des endroits précis. Que ce soit pour garder des enfants. Referiez-vous votre vie avec un ex-toxicomane? Si vous avez déjà des enfants, par exemple, on va dans le crunch, là. On y va dans un chemin qui est rarement emprunté, là. Ça va faire mal, d'après moi. Alors, on écoute tout d'abord l'extrait qui a fait en sorte que j'ai eu l'idée de faire l'émission aujourd'hui. Parlez-nous de la génitrice. Elle aussi, c'était assez complexe quand on était plus jeune. Point de vue que le seul temps qu'on entendait parler, c'est quand elle avait un petit down puis qu'elle avait besoin des sous pour continuer sa consommation. Maintenant, elle est bien établie, elle s'est repris en main, elle a fait un 180 dans sa vie en général. Là. Elle est très présente dans la vie de mes enfants. Puis, Éric, oui. qu'est-ce que vous êtes en train de faire là? Très présente dans la vie de vos enfants, une ex-droguée? Êtes-vous tombé sur la tête? Oui, ben je veux dire, elle vient souvent chez moi rencontrer les enfants puis se placer. Là. Ça fait quand même 7 ans qu'elle ne consomme plus. Elle va arrêter des réunions à toutes les semaines. Quel lien vos enfants ont créé avec cette bonne femme-là? Ben, il l'appelle mamie, puis il aimerait le voir plus souvent, mais c'est une chose que je suis pas prête à laisser... Mais je vais aller plus loin, si vous me permettez, Doc, OK? Parce que qu'il l'appelle mamie, là, vous avez réagi, les auditeurs vous ont pas vu, mais c'est leur grand-mère, là. Puis là, ça fait 7 ans qu'elle est sobre, pas de drogue, qu'elle a repris sa vie en main, Éric? Oui, c'est ça. Elle est autonome, puis tout ça, là. Vous croyez pas que ça se peut reprendre une vie en main après avoir de sobriété puis d'être une bonne grand-mère? Depuis quand, Éric, qu'une mauvaise mère peut devenir une bonne grand-mère? Depuis quand? Ben, je pense que ça n'a jamais été, là. Mais elle se rattrape. Vous avez fait entrer, elle se rattrape tranquillement, pas vite. Vous avez fait entrer le loup dans la bergerie. Vous avez permis à cette femme-là, une espèce de sans-cœur irresponsable, de créer un lien avec vos enfants qui ont quel âge? Ma plus grande, elle a 7 ans. Mon petit garçon, il a 5 ans. Je trouve ça extrêmement dangereux. Imaginez ce que va raconter cette ex-droguée à votre fille de 7 ans lorsque votre fille va l'interroger sur son passé. Avez-vous réfléchi à ça 2 minutes? Non. Parce que vous avez avantage à aller réfléchir, puis vite. Parce que vous avez permis à vos enfants d'établir, à leur insu, un lien affectif avec une femme qui n'en vaut pas la peine. Mais je vous ai vu que vous ne m'avez pas répondu. La réhabilitation sociale, d'aucune façon, ne confère l'adéquacité dans le rôle de parent. On généralise-tu ici? Tous ceux qui ont été alcooliques, drogués, puis qui sont maintenant réhabilités, ne pas les laisser entrer dans la bergerie, c'est ça? Mauvais parent. Mais ça ne doit pas se pouvoir, un alcoolique ou un drogué bon parent, là. On n'encourage jamais des tout-petits à développer à leur insu un lien important avec un ex-cossin.
Bon, l'extrait était long, là, mais il était justifié. Fallait remettre dans le contexte. Moi, personnellement, ça m'a un peu comme choqué. Parce que, naïvement, moi, je pense que ça existe. Des gens qui... sinon, on ne croit plus du tout à la réhabilitation, là. Moi, j'irais du cas par cas. Il y en a peut-être qui vont rester avec ces carences-là pour le restant de leur jour, qui seront pas adéquats. Mais moi, j'y crois qu'il y en a qui ont fait des erreurs dans le passé, puis que finalement, ils se reprennent en main, puis sont capables de se rééquilibrer dans leur quotidien et avec celui de leurs enfants et de leurs petits-enfants. Oui. Ça fait assez spécial de se réécouter. Ouais. Puis ça fait quoi? Comment vous... Ben, écoute, je recule pas d'une virgule. Je recule pas d'une virgule. Parce que la réhabilitation sociale est une chose. Alors, être sobre et être relativement autonome, ça, c'est une chose. Jouer un rôle social aussi important que celui d'être parent, c'est très sérieux. Surtout que ça va être à l'insu de l'enfant. Qu'est-ce que cette femme-là va raconter de son passé pourri? Quelle photo qu'elle va montrer à sa petite fille de 7 ans sur son passé de pourriture? Expliquez-moi ça. Parce que vous présumez qu'elle va raconter sa vie à la petite fille de 7 ans. Écoute, encore hier, je voyais quelqu'un, une mère qui a menti effrontément à sa fille. Hein? C'est courant, là. C'est courant. Non, mais pas besoin d'un texte toxicomane pour mentir à sa fille, là. Bon, elle va leur raconter quelle histoire? La vérité ou un mensonge? Parce que l'enfant va vouloir savoir beaucoup de choses sur sa grand-mère. Elle va vouloir voir des photos. Elle va vouloir s'inspirer de la bonne femme. Quelle source d'inspiration peut-elle être? Ah, y a des Mais réalités. ça peut pas être l'inspiration que j'ai mis un genou à terre, j'étais knock-out et je me suis relevé. Ça peut pas être une bonne inspiration, ça? Non. Non, c'est correct. Ceux qui le font, c'est correct. Maintenant, tu as mentionné, il y a beaucoup de cas par cas. Il y a beaucoup de particularités à chaque cas. Le temps de sobriété, jusqu'à quel point qu'elle a été irresponsable. Vous savez, il y a plein d'alcooliques fonctionnels. Des alcooliques de fin de semaine. Travaillent, sont très responsables. C'est pas tous les alcooliques qui sont des batteurs de femmes, des batteurs d'enfants. Non. Il y a des alcooliques qui sont très doux. Ah oui. Mais j'ai hâte d'entendre les gens là-dessus, parce que déjà, sur notre page Facebook, c'est très partagé, là. C'est très drastique. Ben oui, c'est drastique. Il y en a qui c'est non, total, non. Oui, c'est ça. Mais on va aller au téléphone, on va parler avec Daniel. Bonjour, Daniel, bienvenue dans l'émission. Je me sens... c'est la première fois que je trouve Doc Mayou super dur, puis c'est un homme que j'adore énormément, là. Ben moi, j'en suis un alcoolique puis un toxicomane, puis je la trouve dure, celle-là, le matin. Puis moi, là, j'ai éduqué mes 2 fils tout seul, parce que justement, la mère qui était pas alcoolique, toxicomane, elle est partie. Fort probable peut-être que j'avais une raison là-dedans, je sais pas. Mais si j'aurais pas été là, ces enfants-là seraient ramassés où? Puis c'est un travail à tous les jours que je fais point de vue l'alcoolisme, la toxicomanie. Moi, ça n'existe pas des ex-toxicomanes, des ex-alcooliques, là. On l'est toujours, on est toujours proche d'un premier verre ou d'une première ligne, d'un premier joint. Daniel, respectueusement dit. Bon. Bon, c'est comment respectueux. Non, de ma part à moi, là. Désolé. Non, Daniel, vous dites que vous étiez alcoolique, toxicomane, mais que vous avez élevé vos 2 fils seuls. Ce n'est pas le cas de l'exemple de la génitrice qui avait abandonné ses enfants. Je suis d'accord, M. Mayou. Docteur Mayou, je prendrais l'exemple de ma sœur, puis je vous dirais, maudit que vous avez raison, elle fait 3 enfants avec 3 pères différents, puis une esti des responsables, je suis d'accord avec vous. Mais moi, mon exemple personnel à moi, c'est carrément l'opposé. OK, on vous écoute. Ça m'a aidé à évoluer dans la vie. Ça m'a aidé à m'éduquer moi-même parce que j'étais un enfant qui avait des enfants, Doc Mayou. Oui, mais attendez un peu. Regardez, Daniel, comment vous pouviez être alcoolique, toxicomane et élever vos 2 garçons? C'est ça que je veux savoir dans un premier temps. Je consommais plus, Dr Mayou. Quand j'ai eu mes fils, j'avais arrêté de consommer à 23 ans. J'étais en cheminement personnel. Donc, ça ne veut pas dire que j'étais sobre. Non, attendez un peu. J'étais encore déséquilibré. Attendez un peu, là. L'exemple que José a fait jouer, c'était une mère qui se droguait
alors qu'elle avait des enfants. C'est très différent de vous, là. Vous avez dit, OK, vous avez une période d'alcoolisme, de toxicomanie, vous arrêtez ça, et vous devenez responsable. Oui, mais M. Mailloux, Oui. là, avec tout le respect que je vous dois, il est là le problème. Vous pensez tous qu'on devient des ex-toxicomanes ou des ex-alcooliques, c'est pas vrai. On reste toujours avec les mêmes comportements, mais on évolue, on essaie d'être mieux dans la vie. Mais on n'est jamais à l'abri. On ne devient pas des ex, moi je crois pas à ça, parce que je vois trop de monde qui vivent des rechutes qui retournent dans le comportement. Ben oui. Mais je comprends votre point de vue à vous, de médecin, et d'être les autres qui connaissent pas cette maladie-là. Mais on est quand même des gens qui peuvent être responsables après avoir commencé un cheminement personnel. Mais en fait, vous l'avez été. Mais peut-être pas Ben, d'autres. je le suis encore. Je le suis encore. Non, Quand je pars Daniel, dans mes folies, même à jeun, là, c'est dangereux. Là. Daniel, calmez-vous un peu, là. Là, vous le prenez ça m'a vexé super le matin, personnel. Calmez-vous. Là, C'est là, normal. ben oui, je vous comprends. Là, c'est pour ça qu'on fait le sujet, parce que je voulais éclaircir ça, moi, ce qu'avait dit Doc Mailloux là-dessus. Oui. Mais de ce que je comprends, puis là, on n'a pas votre pedigree, puis on n'a pas le film de votre vie, mais si on se fie à ce que vous nous dites, vous êtes responsable, même si vous avez été toxicomane. Oui, ben, Bon. c'est ce que le programme m'a appris. C'est ce que Doc Mailloux m'a appris pendant des années quand il faisait un petit à l'écoute. C'est toutes ces possibilités-là. Cet homme-là, il a fait plus qu'il pense pour le monde. Mais il y a combien de gens comme moi ce matin qui doivent avoir sauté dans leur divan pour dire, coudonc, là, je me suis pris en main un jour, puis j'étais en train de m'en sortir, puis ils me disent que moi, il ne faudra pas qu'il y ait confiance en moi. Il y en a beaucoup qui ont dû penser comme moi ce matin, là. Ben, c'est pour ça qu'on fait Oui. l'émission, là. Hey, merci, Daniel. Puis lâchez pas. Merci, Merci amours. beaucoup. Merci, Monsieur Doc. Oui, Bye. bye, Daniel. Ben oui, il a été un père responsable. C'est admirable. Vous, la différence, on va aller à la pause, là, mais vous, en passant, il y a quelqu'un qui arrête pas qui m'écrit. Quand tu dis tu vas à la pause, tu parles encore 4 minutes après. C'est vrai que je fais tout le temps ça. Fait que je le dirai plus, on va aller à la pause. OK? On recommence. Alors, donc, si la différence, elle est là, si je comprends bien, entre quelqu'un qui a consommé de l'alcool, de la drogue, des médicaments à haut niveau alors qu'il était parent et que plus tard, il veut jouer un rôle de grand-parent. Tandis que dans l'exemple de Daniel, lui, il a fait ses bêtises avant, il a eu ses enfants ensuite sobres et il était responsable. Voilà, la différence est énorme. OK, on Je fait un comprends, bout de puis- chemin. OK. Oui. On va à la pause, continuer de réagir. Ça sert à ça, l'émission. Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670-9330. Jusqu'à 11h, au réseau Cogeco. Doc Mailloux. Doc Mailloux et José. Et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Peut-on faire confiance à un ex-toxicomane? Là, on le sait, là, Daniel nous l'a bien dit, les Oui. toxicomanes demeurent des toxicomanes, mais on s'entend. Là, on parle de quelqu'un qui ne consomme plus de drogue, d'alcool, de médicaments depuis des années. Oui. Parce que selon moi, tout le monde va s'entendre qu'on peut pas truster quelqu'un qui se fait 3 mois, là. OK? Dépendamment des circonstances, dépendamment de l'intensité, chaque cas. Eh oui. T'en es un point. Lorsqu'on commence à décortiquer cette problématique-là, il y a beaucoup de singularités. Il y a beaucoup de cas par cas. Et t'en es ce point-là, puis t'as raison. Vois-tu, l'histoire de Daniel, lui, il a un passé. Mais il a cessé et il a été responsable. Ouais. C'est pas comme l'exemple qui nous avait été amené d'une mère qui se drogue, qui est irresponsable comme mère, puis en plus qui vient soutirer de l'argent pour la prise en charge des enfants. Une infirmière, par exemple, qui a un passé de toxicomanie jusqu'à un certain point, pourrait devenir une excellente infirmière. Par contre, l'infirmière qui a volé des opiacés, des analgésiques à ses patients pour consommation personnelle, c'est une autre affaire, là. Comme tu viens de mentionner, non. Après 3 mois, moi, je veux pas que tu me soignes, là. OK, mais je vais compliquer les affaires. Oui, vas-y. On a, admettons, là, des parents que pendant toute l'enfance, là, c'était de l'alcool, beaucoup d'alcoolisme, etc., OK? Et là, quand les enfants sont devenus presque adultes, thérapie,
réussisse, a tellement là, bien réussi que cette personne-là est devenue une aidante pour les maisons de thérapie. Là. Elle aide d'autres toxicomanes maintenant. Oui. Puis feriez-vous confiance? Ça fait 20 ans, là. Puis elle garde des petits-enfants. Puis je l'ai eu en courriel privé, là. Feriez-vous confiance? Comme grands-parents? Ouais? Non. Non. Mauvais parents les mauvais parents, les parents négligents, dangereux, deviennent très rarement des bons grands-parents. Ah, mais ils sont tous revenus sur la bonne voie, là. Oui, ils sont sobres. Daniel est à entendre. Daniel nous a dit, écoute, et quand t'es toxicomane, là, t'as une faiblesse à vie. Il a raison. La faiblesse va demeurer là. Soyons prudents. Mais même après plus de 20 ans. Un mauvais parent, comment tu veux qu'un parent qui a été mauvais, qui a été à ce point sans cœur, puisse devenir sensible et accueillant pour ses petits-enfants? Explique-moi ça, toi. C'est parce que moi, je sais pas c'est quoi le rôle de grand-parent, comment vous l'imaginez. Moi, je l'imagine, là, viens souper le dimanche soir à la maison, parle avec les petits un peu, mais parle avec les parents, etc. Tu sais, je les vois pas comme un rôle d'éducateur avec nécessairement les enfants, là. Moi, je parle d'une relation familiale le fun. Tu vas souper, tu fais peut-être des petites activités, etc. Mais je me dis que ça peut pas contaminer le jeune à ce point-là. Oui. Surtout si ça fait 20 ans. Oui, c'est possible. C'est possible. Ça arrive, c'est relativement fréquent. Et je le déplore. Et je fais des mises en garde. Soyez très prudents. Et souvent, ces femmes-là, qui ont raté leur rôle de mère, deviennent extrêmement mielleuses et menteuses avec leurs petits-enfants. Bon. Ben, ça peut être qu'elles veulent se reprendre, puis être gentilles et chaleureuses parce qu'elles ne l'ont pas été avec leurs propres enfants? José, il y a des gaffes que tu fais dans ta vie qui ne peuvent pas se réparer. Non. Je trouve sévère. J'aimerais ça avoir des témoignages. Pas dans tous les cas. Mais ça avoir... Appelez-nous, là. Là, vous devez être à joie le vert. Appelez-nous. On va parler avec Richard qui nous appelle de Donnacona. Bonjour, Richard. Bonjour, José. Oui, Richard. Bonjour, Doc Mayou. On vous écoute. Hey, vous devez être fiers là, d'avoir mis le feu aux poudres comme ça. C'est José Arsenault qui a mis le feu aux poudres. Non, moi j'ai fait une déclaration la semaine dernière et elle ramène ça. C'est elle qui entretient l'explosion poudrière. Continuez, Richard. Oui, Alice. Vous jouez toujours ses limites, un puis l'autre. Là, vous jouez ses limites. Puis, bon, je suis rendu que je suis associé à ça. Oui, Tu te allez-y. souviens, José, on avait fait de paumé à diplômé? Ah oui, bien certain. C'est moi. J'avais reçu Richard dans le temps que j'avais mon émission sans vous. Et ben, racontez votre cheminement, Richard. Ben, c'est sûr. Moi, j'écoute Doc. Moi, j'ai eu des enfants jeunes, puis j'étais un toxicomane j'ai eu un gros CV, qu'on va dire. Mais avant ou après les enfants? Attendez un peu, là. Pendant que j'ai eu les enfants, Doc. Pendant que vous avez été... Combien d'enfants étaient impliqués? J'ai eu 2 filles. J'ai 2 filles. Et quel était votre comportement? Parce que là, l'histoire de toxicomane, là, c'est tout, c'est rien, là. Non, c'est incapable, Richard, hein? Vous avez tout un passé, là. J'ai un gros CV, Doc. J'ai un gros CV. Bon, au niveau de l'irresponsabilité. Attendez. Parlez-nous de votre niveau d'irresponsabilité face à vos enfants, à votre famille. On va dire, j'étais un être... ils n'ont jamais manqué de maison, de manger, de biens. Oh. Mais j'étais un homme perturbé, violent, un gros CV. Oui, mais attendez un peu. Violent avec les enfants, avec la mère? Violent avec tout le monde? Non. La mère, oui, on a eu beaucoup d'altercations. Jusqu'où est allée la violence? Des coups? Oui. Avez-vous frappé vos filles? Non. Les fessées? Non. Une fois, une fille, on a parlé qu'il est arrivé une chose. Qu'est-ce qui est arrivé? Une fois, la plus grande. Oui. Mais elle avait fait de quoi de très... J'avais donné une plaque, mais
J'avais perdu la carte, là. Réellement, Oui. ça aurait pu être dangereux ce qu'elle avait fait. Très dangereux. Mais une claque où? J'avais donné au visage. Elle avait quel âge? Et tu elle avait peut-être 7-8 ans. Mais c'était grave, là. C'était très... Oui. différent. Ah oui, voyez-vous, Richard, comment vous êtes? Vous essayez de justifier... Non, j'essaie pas de justifier, Doc. Je vous le dis. Je pourrais être menteur puis pas vous l'avoir dit. Oui, vous pourriez. Mais c'était grave ce qu'elle... On pourrait. En nous disant... On peut pas baser ma vie là-dessus. Regarde, Doc. Richard, c'est juste parce que vous avez banalisé. Au lieu de dire c'est terrible ce que j'ai fait, vous le justifiez en disant que c'était grave. Je sais que c'est terrible. J'en ai parlé. On en a reparlé même après attendez, des années. là, Elle a presque 40 ans. Oui, vous venez de dire c'était grave ce qu'elle avait fait. Donc, implicitement, vous avez essayé de banaliser votre claque et de la justifier. Non. J'ai eu une réaction vraiment disproportionnée. Ben et oui. après des années, j'ai été capable de m'asseoir avec ma fille puis d'en parler. Ben oui, puis ça a Parce que réparé le tort, hein? Et vous êtes un fumiste. Vous n'avez jamais fait d'erreur dans votre vie, vous, Doc? Pas trop- Vous êtes pas en trop- train de me dire que vous êtes un homme parfait? Pas trop souvent, les erreurs. Vous n'avez pas fait, mais là, je vous en compte une, mais là, vous Ouais, faites un des gros, claques au visage. gros show autour de ça. Ouais, des claques au visage Si je aux les aurais enfants, là. battus une fois par semaine, je comprendrais, Doc, là. Arrêtez de... Là, je vous dis des vérités, mais vous essayez de faire une grosse Richard, ballonne avec ça. Richard, continuez, là. Juste Oui. pour... là, maintenant... En tout cas, Doc, je peux vous dire, aujourd'hui, je viens d'avoir 60 ans. Je viens de prendre 25 ans d'abstinence, comme on dit. Un gars comme moi, là, qui a pas bu, puis qui a pas pris rien depuis 25 ans, c'est quelque chose. Mais en plus, mes filles travaillent, ils ont des belles jobs. Il y en a une qui est sommelière. L'autre, elle travaille dans un gros bureau, comme dans la comptabilité. Ils ont des petits-enfants. Chacun, j'ai 2 autres petites filles. C'est quoi votre Ils vont lien très avec? bien. On a un très bon lien. Les gardez-vous? Les fréquentez-vous? Des fois, s'ils ont besoin, je vais les garder. À leur fête, quand je suis arrivé, il y en a une, j'avais acheté des extrêmement de cycle à pédale dans la maison. Je te compte ça, là, puis mais j'ai un bon lien. Oui, et vous voulez nous dire quoi, là? Vous dire quoi? Je vous dis que ce que vous dites des fois, que c'est pas si, c'est pas bon, c'est pas réhabilitable. Si on se met à penser comme vous dites, Doc, on changera jamais rien. Tout va rester stagnant. Puis il n'y a rien qui va changer. J'ai travaillé en toxicomanie, donc je suis pas une sommité, là. Mais j'ai travaillé là-dedans, j'ai été à l'université pour étudier ça, parce que j'ai eu une grosse accident avec une pelle mécanique. Puis je vous dis que je me suis replacé. Oui. Puis je vous dis que la réhabilitation pour les gens qui vous écoutent, c'est important. C'est très important. Oui, ça marche. Oui, ça peut marcher. Mais il faut être vraiment honnête et sincère. Oui, on comprend la salade là, que vous voulez nous servir maintenant. Non, c'est pas une salade. Non, c'est pas une salade. Êtes-vous capable? C'est vraiment pas ça, Doc. Richard, vous avez quelque chose? On parle de réalité, là. On parle de réalité. J'étais, comme vous avez dit tantôt, là, un rebut, un déchet. J'étais ça. Je l'étais. Je m'en cache pas. Ah, j'ai utilisé le mot rebut déchet tout à l'heure. En tout cas. Quand vous Richard. avez parlé des femmes tantôt, ça m'a fait sursauter un peu. Oui, Richard. Je pense que tout le monde peut changer. Richard. Tout le monde peut changer, Doc. Même vous pouvez changer. Richard. Vous pouvez rempirer ou bien vous pouvez vous améliorer. Richard. On écoute. Richard, savez-vous, vous êtes dangereux encore? OK. Capacité d'écoute, 1/10. Faites attention, OK? Merci beaucoup, Richard, de votre Bye, appel. Richard. Mais quand même, moi, je veux juste dire un petit point, là, parce que je l'ai eu en entrevue pendant 1h30 de temps, Richard, là, quand j'avais l'émission, puis c'est de bandit à obtenir un bac à l'université. Il a travaillé très fort, là. Peut-être qu'il y a encore des petites lacunes, mais il a vraiment travaillé fort. Oui. Ben là, j'ai jamais dit que la réhabilitation n'était pas possible. Mais pas. Ça dépend, c'est du cas par cas, puis ça dépend jusqu'où. Ouais. Moi, là, Richard, il n'est pas question qu'il garde ses petites filles. Est-ce que c'est bien clair? On ne lui confie pas ses petites filles pour une fin de semaine. Mais de toute S'il façon, n'y a vous pas êtes une contre femme- le fait que les grands-pères gardent leurs petites filles, là. Fait que... En sus.
Bon, fait que ça vient de régler la question. Puis c'est pas juste à cause de la toxicomanie. Ouais. On va aller à la pause. Continuez de réagir. Continuez de nous appeler. On va aller... vous allez peut-être convaincre Doc Mayou, là, que vous, dans votre cas, à vous, c'est correct. Moi, je pense que ça existe, là. En tout cas, oui. On va à la pause puis on vous parle. Puis c'est vrai qu'on va à la pause. On y va là. Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670-9330. Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Au réseau Cogeco. T'as dit, vous me faites rire, les auditeurs. Je suis en train de lire des messages sur texto. Moi, je suis persuadée que ça existe. Quelqu'un qui a eu un passé pas facile, qui décide de se reprendre en main et qui réussit à se relever puis à avoir une vie équilibrée. Là, il y a quelqu'un qui me dit, est-ce que José confierait un enfant à un ex-pédophile ayant réussi sa thérapie administrée par les madames de la prison? Pourtant, les madames disent qu'il est guéri. La réponse à cette question-là, c'est non. Non, jamais de la vie. Jamais, jamais, jamais. Il y aura beau avoir 8000 thérapies. Jamais je confierai un enfant à un ex ou un pédophile. Jamais. Puis peut-être, c'est à ça que ça sert l'émission, là. Peut-être que vous allez me faire réaliser que j'étais dans le champ, puis que un ex-toxicomane, ça revient jamais dans le droit chemin, puis que c'est pas des bons grands-parents, ça peut pas faire des bons parents. Peut-être que vous allez me convaincre, mais savez-vous quoi? Moi, j'aime ça y croire que ça se peut. Je suis dans mon monde de Kalinours, peut-être, là, mais j'aime ça, moi, croire à la réhabilitation. Écoute, c'est important qu'on réalise ce matin que ceux qui se droguent, c'est pas un groupe homogène. Ce n'est pas un groupe homogène. Il y a toutes sortes de monde. Les alcooliques ne sont pas un groupe homogène. Il y a des alcooliques qui ont toujours été très responsables. Ça existe. Puis il y a des toxicomanes qui se droguent les fins de semaine et que ça altère très peu leur fonctionnement dans leurs différents rôles sociaux. Ça existe. Soyons prudents. Mais un toxicomane ou un alcoolique qui a démontré qu'il était un parent irresponsable, qui a privé sa famille de nourriture, d'argent et de confort, puis que là, il vient nous faire la morale, non. Un alcoolique ou un toxicomane qui, dans le passé, a été violent, a frappé les enfants, a frappé la conjointe, wow! Un instant. On va aller Alors, au téléphone. le niveau de responsabilité passée est en partie garant de l'avenir. Le niveau d'irresponsabilité dans le passé devrait nous inciter à la prudence. OK. On va aller au téléphone, là, mais Oui. feriez-vous, là, je pose pas la question à vous, là, mais aux auditeurs, est-ce que c'est déjà arrivé que vous ayez fréquenté quelqu'un qui était toxicomane solide, là, mais qui était en réhabilitation, disait-il ou disait-elle? Comment s'est passée cette expérience-là, cette relation-là? Parce que je vais juste rapidement vous donner des statistiques. Oui. Selon une étude de l'Université de Sherbrooke en janvier 2018. Oh! C'est l'âge quand même, il se donne une chance, là, en tout cas. Entre 40 et 90 des ex-toxicomanes feraient au moins une rechute. La moitié des ex-toxicomanes retournent en traitement de désintox dans l'année qui suit la fin de leur traitement. Okay. Et 13 des ex-toxicomanes y retournent au moins 5 fois en désintox. OK. Donc, la lueur d'espoir ici, c'est ne craignez jamais de retourner dans un programme de désintox. Parce que je sais, et oui, la statistique, je la connaissais pas précisément, mais je sais qu'il y a un taux de rechute assez élevé après une première, et régulièrement, j'incite, j'encourage de mes clients, de mes patients à retourner en désintox. Parce que il y en a encore, après la 2e et 3e, qui vont réussir à demeurer sobres longtemps. Alors, la sobriété, c'est une chose. La capacité de reprendre ses rôles sociaux adéquatement, c'est une autre affaire. Okay. Mêlons pas les deux. On va parler avec Patrick de Sherbrooke. Bonjour, Patrick.
Salut. Patrick. Oui. Bon, ben, moi, je suis un ancien toxicomane. On pourrait dire que j'ai consommé après 20 ans dans ma vie. Oui. J'ai fait 3 thérapies, un séjour en psychiatrie. Là, je suis sobre depuis 8 mois. Oui. Donc, je suis un sobre solide. Là. J'ai pas envie de consommer, j'ai pas rien. Là. Oui. Là, ben, le monde il recommence à m'en faire confiance. Ils me le disent au travail, toutes mes relations sont meilleures. Mais là, si je t'écoute un matin, là, ça donne rien de continuer, moi, là. Il y a jamais personne qui me fait confiance. Patrick, petite victime. Avez-vous écouté un peu ce que j'ai dit? Je viens tout juste de dire qu'effectivement, puis vous en êtes un exemple, ne pas lâcher, même si c'est une rechute après une première thérapie, on y retourne dans une deuxième. On y retourne dans une troisième. Ouais. Là, vous venez faire la petite victime. Oh, yo. C'est au téléphone pendant que vous avez dit ça. Oui, OK. Ça fait que dans le fond, c'est un exemple que ça peut être possible. Ben, exactement. Je viens tout juste de le dire. Oui. Ben, là, monsieur, c'est au téléphone. Non, pas de faute. Pas de faute, Patrick. Mais vous faites bien de se soulever. Moi, j'aimerais ça comprendre. Ça ressemblait à quoi, là, votre quotidien quand vous étiez toxicomane? Moi, ce qui m'a aidé, c'est que j'avais une très bonne job. Fait que j'avais de l'argent. Fait que je buvais, je travaillais. Non, Patrick. Attendez un peu. Patrick, vous n'avez pas écouté, là. On va reprendre ça. J'osais poser une question assez pointue. C'est votre niveau de fonctionnement au quotidien. Non, j'étais irresponsable. Bon. À quel niveau? Donnez-nous des détails. Je payais rien. Je faisais des promesses à la famille, je les respectais pas. J'étais irritable. J'étais pas violent, mais j'étais quelqu'un d'agressif, impulsif. Alors, c'était pas fonctionnel. À partir de quel âge vous avez commencé à prendre des substances? À 18 ans. Et ça a duré 20 ans, avez-vous dit, jusqu'à 38? Oui. Ben, ça, je devrais peut-être pas le dire, là, mais ça fait ma dernière thérapie. Tu sais, c'est facile d'arrêter de consommer, c'est de recommencer qui est dur, de pas recommencer qui est dur. C'est genre monter de quoi qui est arrivé dans mon enfance, puis là, je travaille là-dessus, puis c'est ça qui m'empêche le goût de reconsommer. Pouvez-vous nous en parler un peu? Qu'est-ce qui est arrivé pendant votre enfance? Non, c'est ça, je l'ai fait. OK, c'est correct. C'est pas le sujet d'aujourd'hui, là, c'est juste la confiance après. Puis là, graduellement, vous redevenez plus responsable, vous payez vos comptes? Ben, c'est un combat de tous les jours, mais tu sais, je travaille pour le devenir. Là, si tu me dis qu'il y en a qui ont arrêté après 8 ans, puis ils sont pas plus dignes de confiance, Patrick! Ouh! Alors, de quelle drogue? On parle de quelle drogue? Qu'est-ce que... Cocaïne. La coke? Puis là, c'est quoi votre situation? Êtes-vous en couple? Avez-vous... Non, je suis pas en couple. Là. Je travaille sur moi. Puis, on verra ce que l'avenir va m'emmener. Je vais être digne de confiance dans mes jeunes avenir. Tranquillement, c'est ça, graduellement. Et c'est important ce que vous mentionnez, là. Vous avez dit que tranquillement, l'entourage reprend confiance en vous. Alors, ça va prendre le temps que ça va prendre. Bon, il y en a qui ont toujours des préjugés qui sont contents de ressortir notre passé. Oui, ça existe aussi. On essaie tout le temps de trouver eux autres qui peuvent nous faire confiance, mais ça, j'ai fait de le laisser aller. Puis ceux qui veulent pas accepter que ça a changé, mais j'ai laissé aller. Exact. Puis on verra lorsque ça fera 3 ans, puis 5 ans. Là, ça fait 8 mois. Oui. Ouais. Excellent. Lâchez pas. Merci beaucoup de votre appel. Bye, Patrick. Merci. Bye. Pour ça, moi, je trouve ça important qu'il y ait de l'espoir. Ben oui. Puis il y en a aussi. C'est pas un faux espoir. Maintenant, ça prend du temps. On a une dame, elle écrit, elle dit « Je regrette beaucoup, mais le doc ne peut pas généraliser. Je suis sobre depuis 32 ans de drogue dure. J'ai 6 petits-enfants. Ils n'ont pas à connaître ce passage de ma vie. Si mes enfants veulent en discuter avec eux, ils ont le droit. » Parce que je pense que cette auditrice-là fait référence à tantôt quand vous avez dit elles vont dire quoi, ces personnes-là, leurs petits-enfants, sur leur passé. Fait que elle n'en parle pas.
Un jour ou l'autre, les petits-enfants vont s'interroger, tu sais, comment se fait-il que leur grand-mère passe sous silence toute une période de sa vie? Maintenant, c'est ça le prêt à payer. Alors, il est possible qu'à la longue, elle ait récupéré certaines habiletés parentales. Ça se peut. Ça se peut. Ça dépend jusqu'où elle est allée dans le dysfonctionnement. J'amène quelque chose. Oui. Ça peut-tu dépendre du pourquoi les gens ont été toxicomanes? Tu sais, prenons là quelqu'un qui a fait un trip de gang, OK? Oui. Mauvaise influence de l'entourage. Oui. Et là, à un moment donné, se rendre compte que c'est pas les autres pantoutes, ça. Bon. Puis il décide de tout arrêter. Versus quelqu'un qui prend de la drogue, qui prend de l'alcool parce qu'il a eu une enfance de merde, des parents dysfonctionnels. Fait qu'eux, ils n'ont pas appris c'était quoi être quelqu'un d'équilibré. Oui. Fait que ça va être dur de le montrer plus tard à des petits-enfants, là. Oui. Ils ne l'ont pas reçu. Fait qu'il Oui. y a peut-être de ça aussi, là. Tout ça et plus. C'est un gros bol de salade, là, cette histoire-là. Alors, on va tenter de mettre une vinaigrette dedans au retour de la pause. Oui. Alors, parlez-nous de vous. Ça serait très intéressant d'avoir des gens... Hey, puis on va la faire, OK? Là, dans la question Spring, qui part à l'instant? Au 25-226, je m'adresse uniquement à ceux qui ont été toxicomanes. Uniquement à vous. Vous considérez-vous digne de confiance? Oh, tabarnouche, tu cognes ce matin, toi? José, tu deviens de plus en plus osé. Auto-évaluez-vous. Comme Ouais, Doc Mayou c'est dit, regardez-vous tel que vous êtes. C'est bon. OK? Là, uniquement par texto, ben, vous pouvez nous appeler aussi pour le dire, là. Mais par texto, au 25226, homme, femme, genre, vous considérez-vous digne de confiance? Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670-9330. Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Au réseau Cogeco. C'est pas facile aujourd'hui. Je suis certaine que ça remet des gens en question. Oh oui. Puis à tout niveau, là. Admettons que vous avez des enfants puis que votre belle-mère, qui est une ancienne droguée, elle est bien pratique pour les garder. Et là, vous écoutez Doc Mayou, puis ça vous fait tout remettre en question, là, parce que peut-être que cette femme-là n'est pas la personne idéale pour prendre soin de vos enfants. C'est un peu ça qui ressort, mais il y a du cas par cas. Et aujourd'hui, dans l'émission, on veut aller au fond des choses. Moi, j'aimerais parler avec des ex-toxicomanes. Vous pouvez réserver votre circuit téléphonique dès maintenant. Ou encore, à des gens que leurs parents étaient toxicomanes. J'aimerais beaucoup ça vous parler. Par texto, au 25226, vous allez nous dire votre genre, votre âge et si vous vous considérez digne de confiance. Si vous êtes toxicomane, je m'adresse uniquement à vous aujourd'hui. On a toutes sortes de réponses. Homme, 43 ans, oui, digne de confiance. Femme, 59 ans, non. Homme, 22 ans, oui. Femme, 29 ans, maintenant, oui. Appelez-nous. Il y a une auditrice, c'est elle qui l'écrit dans le texto, je vais dire son nom. Elle dit « Je m'appelle Andréane et j'ai arrêté de consommer il y a maintenant 1 an lorsque je suis tombée enceinte. Je me considère digne de confiance. J'ai maintenant la meilleure raison du monde pour continuer à être sobre et responsable. Je l'ai fait pour moi, pour pouvoir être la meilleure mère possible pour ma petite puce. La différence entre mes agissements d'avant et maintenant est considérable et j'en suis très fière. » Oui, elle a cessé avant d'entrer dans un nouveau rôle social qui est celui d'être parent. C'est une grosse différence là, entre elle et une femme qui va continuer à se droguer pendant la grossesse et avec les tout-petits. Tout ça existe maintenant, là. Ouais. On a quelqu'un qui nous a écrit pour nous dire de mon côté, c'est ma belle-mère qui a eu un passé de drogue, crack et d'alcoolisme et de prostitution. Moi et ma conjointe.
on a 5 enfants, 7 à 17 ans. Et madame aimerait avoir accès aux enfants. Ma femme ne veut rien savoir de laisser accès à sa mère aux enfants sans qu'on ne soit là. Avec raison, car la belle-mère est toujours aussi menteuse et manipulatrice. Elle nous a dit que légalement, elle a le droit d'avoir accès aux enfants. J'aimerais connaître ces lois. Oui, c'est effectivement, les bons grands-parents peuvent se voir conférer une journée d'accès de jour avec leurs petits-enfants par mois. Alors ça, c'est pas mal la jurisprudence qui entoure ça. Maintenant, j'ai bien dit de bons grands-parents. Alors, la belle-mère, elle peut aller en cours. Elle va être obligée elle va se faire poser des questions sur ses habitudes de drogue et son style de vie. Alors, elle prend du crack. Le crack, ça coûte très cher. On n'apprend plus, là. C'est un passé. Ah, un passé. Combien d'années? Ça fait combien d'années qu'elle sort? Un passé de drogue. OK. On ne sait pas depuis combien d'années que... Parce que moi, j'ai l'impression qu'en cours, si elle dit que ça fait 15 ans qu'elle prend plus rien, qu'ils vont lui donner le droit aux enfants, là. Bien, dépendamment des juges. Là. Attends un petit peu. Dépendamment des juges et dépendamment des enfants. Alors, il y a plusieurs facteurs qui jouent en cours. Entre autres, le passé de la personne requérante, mais aussi la qualité du lien qu'elle a développé avec les enfants. C'est pas tout de s'auto-promouvoir grand-mère. Une grand-mère qui est sans cœur, en course, ça va paraître. Alors, pour le 17 ans, on oublie ça, c'est le 17 ans qui va décider. Là. C'est pas en cours, c'est le 17 ans. C'est ça. OK? Mais celui de 7... Pour les 14 ans, la Cour va écouter beaucoup ce que l'enfant a à dire concernant son lien avec sa grand-mère. Pour le 7 ans, la Cour pourrait considérer ce que l'enfant a à dire. Alors, dépendamment de l'âge de l'enfant, à 11 ans, 14 ans et plus, les tribunaux, maintenant, considèrent le lien parent-enfant en lien avec l'âge. Plus l'enfant est grand, plus l'enfant est âgé, ouais. Évidemment, plus les tribunaux ont tendance à considérer les enfants. Ça fait que la belle-mère, là, elle peut glousser, mais écoute, elle va ramer, elle a besoin d'avoir de l'argent pour la question, là, c'est plate, on pareil. suit dans nos pensées, c'est là que j'allais. Ce qui va être à considérer, c'est la fortune de la madame. Si elle a de l'argent, elle va se battre, mais si elle n'a pas d'argent, il n'ira pas en cours. Ouais. Ben quoi qu'elle pourrait peut-être prendre l'aide juridique. Mais oui, mais c'est une situation qui est plate. Tu sais, la bonne femme, là, t'as un méchant passé. Deuxièmement, t'as établi, développé une mauvaise relation avec ta fille. Parce que la belle-mère, là, c'est la mère de la mère des enfants, là. C'est la grand-mère maternelle, est-ce que j'ai bien compris? Oui. Tu sais, vieille maudite, commence par établir un bon lien avec ta fille avant de réclamer l'accès à ses enfants. T'as quoi entre les deux oreilles? Maudite cervelle d'oiseau. C'est pas ton passé de toxicomanie qui est le problème, c'est que t'as pas de cervelle. Je trouve ça épouvantable sur le plan humain. Mais c'est pour ça que ça serait le fun de parler avec des gens qui le vivent, là. On vous laisse le temps, on va à la pause, maintenant. Et au retour, on veut vous parler. Rejoindre l'équipe du FM 93. Composez le 670-9330. Doc Mayou et José. Avec Doc Mayou et José Arsenault. Au réseau Cogeco. C'est pas facile. C'est un sujet qui est très délicat, qui ne s'aborde jamais en plus, parce que dans la société dans laquelle on vit, on mise beaucoup sur la réhabilitation. On mise, ça fait partie. C'est comme ça. D'ailleurs, les peines ne sont pas tellement sévères comparées aux États-Unis, parce que nous, on mise sur la réhabilitation. Oui. Et là, aujourd'hui, on met le couteau là-dedans. On fait une salade, comme dirait Doc Mayou. Et on veut savoir, dans la réalité, là, dans votre quotidien, pensez-vous qu'un ex-toxicomane peut être digne de confiance? Est-ce que vous fréquenteriez, là, faire des enfants avec un ex-toxicomane? L'avez-vous fait? Ça donnait quoi? José, le dernier texto que tu as lu, est-ce que vous permetteriez
Puis là, je m'adresse aux mères, là. Est-ce que vous permetteriez à votre mère, qui s'est droguée au crack et qui s'est putassée pour payer son crack, d'avoir accès à vos enfants? Il me semble que la question est très facile à répondre. Ouf! Ben, c'est non. Oui, mais ça fait 15 ans, ça fait 20 ans. Crack, Pourquoi non? prostitution. Oui, crack prostitution. Ben là, il me semble. Souvent, puis c'est fréquent. Là. Il y a beaucoup de femmes qui, Ben, c'est évident, avec la là. cocaïne, crack, méthamphétamine, qui vont se prostituer aussi avec ça. Là. Alors, vous êtes la fille de cette femme-là, puis là, elle veut avoir accès à vos enfants. Là. Vous en avez 5. Oh! Mais au moins, ils tiennent leur bout jusqu'à maintenant, en passant, là. Oui. Ça dépend. Ça dépend de... Écoute, c'est pas évident. Tu sais, on a une histoire ici, là. Oui. Quelqu'un, il dit, moi, je suis d'accord avec Doc, ma mère m'a frappé. Il ne jouait pas beaucoup avec nous. Elle joue pas avec mon fils de 2 ans et elle l'a déjà frappé. Je ne lui fais pas confiance pour lui laisser longtemps. Elle veut donc qu'il reste faire de tôt, mais je ne veux pas. Mais là, j'espère. Écoute, à frapper le bébé, Caroline. Est-ce que c'est... Je présume, est-ce que c'est en lien avec une toxicomanie? Bien, sûrement, là, vu que c'est notre sujet. Mais ça n'a pas de bon sens. Ben, toxicomanie ou pas. Une grand-mère qui frappe le petit, tu lui fais pas garder après, c'est sûr, là. Un bébé, 2 ans. La bonne femme a frappé le bébé. Ouais. Hey. Quel que soit l'âge, moi, ça serait terminé. Mais bébé en plus. Ben, voyons. C'est épouvantable. C'est criminel. Le geste est criminel. Hein? Hey. De moins de 2 ans, passible d'une accusation de voie de fait. Parce que c'est la Cour d'appel de l'Ontario qui a décidé, il y a quelques années, finalement, de déclarer qu'on ne frappait pas, c'était criminel de frapper les bébés de moins de 2 ans et les jeunes de 14 ans et plus. Puis entre les deux, ben, vous êtes légalement frappé, protégé si vous frappez les enfants. C'est chic. Belle société. On continue, on lâche pas. On a reçu un message. Oui. Bonjour, José et Doc. Mon fils de 31 ans est sobre depuis janvier 2018. Oui. Il consommait des amphétamines depuis 1 an. Oui. Présentement, il est dans une chambre. Il s'est pris un appartement en juillet et il va avoir la garde partagée de ses enfants, garçons 8 ans et filles 5 ans. Je me demande s'il va être capable de prendre de telles responsabilités. Votre avis, s'il vous plaît. Il manque tout le reste, José. Ça dépend du niveau de fonctionnement au quotidien de cet individu-là et jusqu'où il est allé dans la drogue. Alors, les amphétamines, 1 an, là, c'est fréquent. Il y a beaucoup de femmes, y compris des infirmières, qui prennent des amphétamines. Maintenant, c'est pas... Drogue ne veut pas dire nécessairement dysfonctionnalité terrible. Ça dépend. Ça dépend. Écoute, il y en a qui prennent des amphétamines pour... il y a des femmes qui prennent des amphétamines pour augmenter leur ardeur sexuelle. Bon, est-ce que ça en fait des toxicomanes? Si ça arrive 2-3 fois par mois, c'est une chose. C'est vraiment du cas par cas. La drogue est rendue omniprésente. Elle ne fait pas le même effet sur les cocos de chacun. Il y a beaucoup de différences dépendamment de l'intensité de la consommation de drogue. Quelqu'un qui en prend tous les jours versus les fins de semaine, il y a tout ça. Alors, madame, je regrette tel que posé, bon, là, il prenait des amphétamines. Jusqu'où il est devenu dysfonctionnel avec les amphétamines? C'est ça qu'est la question. N'oubliez pas qu'il y a de plus en plus, principalement des femmes adultes, universitaires, etc., qui prennent du Vivance. Le Vivance, c'est une amphétamine. Donc, il y a beaucoup de femmes qui prennent des amphétamines. Il y a une portion qui est illégale et il y a une portion qui est légale. De l'Adderall, c'est un sel d'amphétamine. Le Ritalin, c'est très près d'être une amphétamine. Le méthylphénidate, que ce soit le Concerta, le Bifantin, etc. Alors, il
Bienvenue dans le monde. Il y en a toute une gang de concernés là, avec ce que vous avez ajouté. Ben oui. Mais il y en a qui mettent tout dans le même paquet, puis ça, j'ai de la misère, moi. Parce que quelqu'un nous écrit, quand on y pense, c'est pas extrêmement intelligent de confier ses enfants à un ex-délinquant, que ce soit drogue, agression sexuelle ou physique, alcool. C'est le même raisonnement. Voyons donc, vous croyez en la réhabilitation des pédophiles toxicomanes? Moi, non. Là... Chers amis, s'il vous plaît, ne faites pas une salade avec toutes les problématiques criminelles. Voyons, la pédophilie avec la prise d'amphétamine, avec l'alcool. Avec Jean ou l'alcool. Un instant, là. Alors, dans un cas, il va y avoir agression sexuelle sur un enfant ou un risque d'agression, tandis que dans l'autre cas, il va y avoir un risque de négligence et de violence. Maintenant, c'est du cas par cas, ça dépend des problématiques. On a quelqu'un, femme 29 ans. Oui. Elle dit oui, je suis digne de confiance et j'en suis très fière. J'ai cependant été bien entourée. On m'a donné l'occasion de prouver qu'on pouvait me faire confiance à nouveau et j'ai tout fait pour ne pas trahir ses chances. Depuis, j'ai toujours tenu parole et je tiens à garder ça ainsi. Ça fait du bien de changer pour moi et pour les autres. Bon. Puis il y a quelqu'un d'autre qui a dit « Je regrette d'avoir mis mes proches au courant de mon passé toxicomane, car c'est encore plus difficile qu'avant de leur prouver que j'ai de la valeur. » Bon. Et vois-tu, il y a toutes sortes de dynamiques qui entourent la toxicomanie. Il y a toutes sortes de dynamiques. Et il y a des dynamiques qui existaient avant la drogue. Tu sais, il y a des parents qui dévalorisent leurs enfants, qui les dénigrent. Il n'y a aucune drogue, puis aucun alcool impliqué là-dedans. Attention, il y a des problématiques non spécifiques qu'on rencontre dans la toxicomanie. Par contre, la plupart des drogués, pendant qu'ils se droguent, ils sont manipulateurs et menteurs. Oui. Pour revenir à la dame qui était sur le crack, là. Oui. On se demandait ça faisait combien de temps qu'elle était sobre, là. Ben, on a comme réponse, moi et mon beau-frère, on l'a sorti d'une piquerie v'là 7 ans. Oh, Fait que je pense pas qu'en cours, là, elle puisse réussir quoi que ce soit. Là. Non. Puis d'ailleurs, c'est la mère de... Ce n'est pas un conflit belle-mère-bru ici, là. C'est un conflit, la grand-mère avec sa fille pour la garde des petits-enfants. C'est épouvantable. C'est gênant. D'ailleurs, qu'elle ose réclamer. Mais ça prend-tu une cervelle d'oiseau? Ouais. Tu sais, la drogue, là, peut détériorer. Oubliez pas que il y a des drogués qui sont diminués lorsqu'ils deviennent sobres. Sont diminués psychiquement, cérébralement. Oubliez pas que ça peut arriver, là. Pas tous. Ça peut arriver. Elle dit, je comprends ce que veut dire Doc Mayou. Moi, étant plus jeune, mes parents n'étaient jamais là pour nous. Ils étaient dans les bars. Curieusement, quand j'ai eu mon enfant, ma mère avait envie de catiner. J'ai eu comme réaction, tu t'es pas occupé de nous quand on était petit, ben tu feras pas plus avec mon enfant. J'ai tellement regretté ma réaction. Ma mère est décédée quand mon enfant a eu 6 mois. J'avais plus la possibilité de changer d'avis. Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là, matin? Madame, je suis d'accord avec votre réaction initiale. Une traîneuse de bar ne peut pas devenir une grand-mère affectueuse, intéressée au développement de son petit-enfant, attentionnée, non. Un bébé, c'est pas une catin. Ça veut jouer, là, avec une catin qu'elle s'en achète une. Il y en a en masse, des poupées. Ça coûte pas cher. Mais le décès, des fois, ça m'insulte, catiner un bébé. Pas une catin, ça, cette affaire-là. Ouais. C'est une responsabilité. Donc, elle a été irresponsable. Vis avec ça. On va à la pause. Et au retour, on va parler avec André de Sherbrooke. J'aimerais beaucoup parler avec des ex-toxicomanes. Êtes-vous digne de confiance? Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670-9330. Doc Mayou et José Arsenault. Le Doc Mayou et José, c'est le Doc et José.
au réseau Cogeco. Êtes-vous digne de confiance, vous qui êtes ex-toxicomane? C'est notre question d'aujourd'hui. Avant de parler avec André, on va faire ça vite. Complément d'information concernant la mère qui a un fils de 31 ans qui va avoir la garde de ses 2 enfants prochainement. Oui. Qui se questionnait parce que vous avez dit, ça dépend jusqu'où est allé votre fils. Elle nous a répondu, elle a dit, mon fils est allé à 10 pilules par jour, sa femme l'a mis dehors et aussi problème de gambling, dette de 10 000 $, sauf que là, il a remboursé. Ça va pas bien. Oui. Et, attends un peu. Est-ce qu'il a obtenu ou veut demander une garde partagée? Ben, dans son précédent message, elle disait qu'il va l'avoir. Il va avoir la garde partagée de ses enfants. Là. Oui, mais non, ça peut pas. Il peut demander, il l'a ou il va la demander. C'est pas, il va l'avoir. Ça va être une décision de cour, là. Fait que, madame, en tout cas, qu'on continue, ou au pire, oui, appelez-nous non, donc. je sais pas. Ouais. Ça va être plus simple. Oui, il va avoir. Non, ça marche pas comme ça, là. Ou ça va être une garde de fin de semaine. Il pourrait, ou il a demandé, ou il n'y a pas d'objection. La garde partagée. OK. Hein? Elle a écrit la garde partagée. Ah oui, il va faire une demande de garde partagée en cours, mais madame, rassurez-vous, ça serait assez surprenant qu'un juge octroie la garde partagée non, mais à... Doc, Oui. si la conjointe a dit oui, pas besoin d'aller en cours, là. Il y a ça comme possibilité aussi, là. Si la conjointe a dit oui, il n'y aura pas de chicane devant le juge, puis ils ont peut-être fait une entente, la conjointe et lui, qu'à partir du mois de juillet, il va avoir la garde. Oh. Oui. La grand-mère a raison d'être inquiète. Elle est la mère... Oui, c'est son fils. C'est ça. Imagine, la mère du fils est inquiète. Et la mère des enfants confierait la garde partagée de 2 jeunes enfants. 8 et 5 ans. Aïe, pas trop chic, là. On pourrait peut-être attendre un peu, là. Une couple d'années de sobriété, ce serait pas mauvais dans un cas comme ça, non? En tout cas, il y a toutes sortes de monde. Mais comme mère, là, elle n'est pas peu heureuse. Si, admettons, elle est d'accord à y laisser la garde partagée, janvier, février, mars, avril, mai, juin, ça fait 5 mois, là. Il y a un vieux proverbe qui dit que, à l'occasion, qui s'assemble serait semblé. Ah! On va aller à Sherbrooke, on va aller parler avec André. Bonjour, André. Bonjour. André, Oui, bonjour. on vous écoute. Ben, c'est ça, moi, premièrement, je voulais juste clarifier de quoi. Moi, je suis déjà en thérapie, là. Puis, ce qu'on nous apprenait en thérapie, c'est qu'on n'est pas des ex-toxicomanes ou des ex-alcooliques. Là. On est toxicomanes à vie. On peut être toxicomane puis être abstinent sans consommer. Oui. Moi, ça fait 9 ans que j'ai arrêté de consommer. Ça va faire 9 ans cet été. Oui. Puis, c'est que c'est ça. Je voulais juste clarifier ça. Puis d'après moi, je suis encore toxicomane, même si je consomme plus. Parce qu'il faut toujours que je fasse attention. OK. Même si j'ai repris ma vie en main. OK. Quelle drogue? Oui. À quelle drogue? Ben, j'ai commencé avec du pot. Oui. À l'âge de 30 ans environ. Puis récréativement, juste les fins de semaine. Après ça, j'ai switché à des pilules, speed, ecstasy. Puis ensuite de ça a été cocaïne. Après ça, freebase, crack, jusqu'à perdre le contrôle totalement de ma vie. Oui. Puis, Et ruine financière, vous faites faillite? Pas fait faillite. J'ai décidé de pas faire faillite, puis de me reprendre en main puis de payer mes dettes. Mais ah oui, vous avez réussi à payer vos dettes? J'ai tout payé mes dettes. Aujourd'hui, 9 ans plus tard, j'ai une maison payée, Oui. des autos payés, des meubles payés. Hein? OK. C'est bon? Dans quel... Oui. À travailler 100 heures par semaine. C'est bon. Le travail, c'est bon. J'aime ça, le monde qui travaille fort. Pardon? Oui, la réhabilitation, je crois que ça existe. Oui. C'est juste qu'il faut absolument tout changer dans notre vie. Il faut changer le cercle d'amis, il faut changer toutes nos habitudes qu'on avait. Oh! Changer le cercle d'amis, ça veut dire les droguer dehors. Non. Oui, la première chose que moi j'ai faite, c'est que j'ai pris mon téléphone et je l'ai jeté. Avec tous les numéros de téléphone. Quand même, hein? Ouf! Oui, ça peut... Vous étiez décidé. Ouais! Non, mais écoute, la liste était sérieuse, là. C'est pas de speed, cocaïne, freebase, là. On était dans la drogue parce que perte de contrôle totale. À partir de 30 ans, comment vous expliquez ça en rétrospective? Un drogué sur le tard?
récréativement, je consommais juste les fins de semaine de temps en temps quand je sortais ou jusqu'à temps que je tombe sur la cocaïne. Là, la cocaïne, ça a été un usage plus régulier. Ça a été juste à l'âge de 37-38 ans. Oui. Puis ça a duré 2 ans, mais ça a été un 2 ans assez intense. Attendez un peu, qui vous a introduit à poudre? Ben, des supposés amis. Des supposés amis. Puis moi, je connaissais pas ça mais j'avais pas peur de rien. Fait que j'ai essayé. Êtes-vous ça a été le début de la fin. C'est bon, c'est important que vous ayez appelé pour signaler que les drogués, là, ça commence pas tout à 15 ans, là. 30 ans. Non. J'avais pas peur de rien. Ouais, ça c'était probablement ce qui m'a tué le plus. Ça. Ce qui a été le pire pour moi, c'est que j'étais pas peureux. OK. Et aviez-vous des responsabilités familiales? Non, j'ai pas d'enfant. Bon. J'avais pas d'enfant à l'époque. J'avais une conjointe qui me laissait à l'époque, puis c'est normal. Là. Est-ce qu'elle se droguait? Est-ce qu'elle prenait de la drogue aussi? Non. Zéro drogue? Non, elle tolérait pas ça non plus. OK. Fait que vous faisiez ça à cachette, c'est ça? Ben, je faisais ça quand je sortais au début. Quand ça commençait à augmenter, ben là, j'ai commencé à perdre le contrôle. C'était à tous les jours. Puis là, ben, c'est certain que elle produirait ça. Fait qu'elle est partie. Puis en plus de ça, j'ai perdu mon emploi. J'avais une bonne job. Tout. J'allais vous le demander. Dans quelle sphère vous avez œuvré? Quelle sphère de travail? Dans le domaine de la vente. Oh. Ouais, ça allait super bien. Ma carrière allait bien. J'avais des bons amis avant que je commence à consommer. Là. Mais j'avais des bonnes familles. C'est pas de trouble nécessairement là, important. Mais si tout va bien, expliquez-nous ça, vous là. Les auditeurs sont pendus à vos lèvres. André, votre vie va bien. Qu'est-ce que vient faire la dope dans votre vie? Ben, j'ai cherché à savoir. J'ai eu quelques réponses parce que j'ai consulté aussi. Là. Ouais. Mais je pense que j'ai eu un genre de perte d'identité. Moi, j'étais un joueur de hockey. Que je jouais pas d'un niveau très haut, là, mais je jouais quand même un bon niveau. Puis quand j'ai arrêté de jouer au hockey, c'est comme si j'avais perdu une partie de moi-même. Puis je pense que j'ai compensé. Pour aller chercher, je sais pas. J'ai l'impression que c'est ça. Oh, ben là, je vais devoir vous demander, qui voulait tant que vous fassiez carrière dans le hockey? Non, c'était par plaisir, j'adorais ça. Ouh, qui vous a poussé dans le derrière trop fort quand vous étiez jeune? Personne. Non, mes parents, ils venaient même pas au hockey ou... ma mère venait me porter aux pratiques, tout ça, quand j'étais bien jeune. Là. Ouais. Et mon père travaillait beaucoup, puis il venait de temps en temps à l'occasion. Non, il n'y a personne qui m'a poussé, C'était vraiment... un sport que j'adorais. J'adorais l'esprit d'équipe. Puis c'est ça. Et de par vous-même, votre implication, votre investissement dans le hockey, vous aurait amené à négliger votre développement personnel. C'est ça que vous nous dites? Peut-être. Un peu étrange, J'ai pas non? trouvé toutes les réponses. Oui. J'ai pas trouvé toutes les réponses que je cherchais. Parce que vous êtes vendeur. Je vais vous inviter, je vais vous donner un conseil. Vous êtes un vendeur. Oui. OK? Vous vous êtes vendu une idée fausse en quelque part. Il s'agirait peut-être de la trouver. Vous vous êtes fait un petit mensonge à vous-même en quelque part. Je sais pas lequel. Ça peut arriver. Oui, ça peut arriver, ça. Parce que vous êtes vendeur. Les vendeurs, j'ai appris par expérience que les vendeurs peuvent se vendre à eux-mêmes une idée fausse. C'est bon. En tout cas. En tout cas, merci beaucoup, Bonne André, chance. de Merci votre d'avoir appelé. participation. Oui. Ça fait plaisir. Merci. Oh. Suivi. Il n'y a pas seulement la jeunesse là, qui est menacée. Là. Attention. On a une histoire en parallèle. Là. Alors, suivi concernant la mère qui a un fils de 31 ans. Oui. Alors, lui qui est allé jusqu'à 10 pilules par jour, que sa femme l'a mis dehors, puis il y avait des problèmes de gambling, dette de 10 000 qu'il a remboursé. Il dit qu'il va avoir la garde de ses enfants. On se questionnait. Aucune décision de cour, c'est entre les conjoints. Fait que c'est pour ça qu'il va avoir la garde au mois de juillet de ses 2 enfants. Eh boy. Moi, je me questionnerais beaucoup pour la mère des enfants.
Regardez, madame, c'est votre garçon. Je pense que vous pourriez peut-être, vous et le père, lui parler, puis lui dire de peut-être se donner un autre 6 mois. Est-ce qu'on convient qu'un an de sobriété, même si la conjointe est d'accord, un an de sobriété, là, qu'ils prennent le temps de se refaire un peu financièrement, tu sais, avoir un peu plus d'équilibre, de commencer solidité. par 2 jours, semaine, avec justement les grands-parents ou avec... tu sais, pour qu'ils gardent contact avec les enfants quand même. Là. Oui, mesure intermédiaire. Parce que garde partagée, c'est de la peau. C'est une responsabilité majeure. Est-ce qu'il est présentement prêt pour ça? Point d'interrogation. C'est pas parce que la mère est d'accord qu'il faille s'y fier. Je sais pas. Et rapidement. Oui. J'ai 23 ans et mon ex-copain 27. Nous étions tous les deux toxicomanes. Nous consommions des amphétamines, cocaïne, opioïdes en très grande quantité. Nous étions plus que fonctionnels. Université, emploi temps plein, aucun retard de paiement. Je crois fortement que nous sommes dignes de confiance, car nous sommes extrêmement bien entourés, l'avons toujours été. Nos parents nous supportent encore et pour toujours. Nous sommes fiers de nous et de nos parcours maintenant différents. Nous avons vécu la perte d'un enfant et nous en avons beaucoup souffert. Par contre, nos mauvaises habitudes étaient déjà présentes et sommes contents de ne pas avoir fait souffrir ce bébé. Je termine mon sevrage et lui en désintox. OK. On lâche pas. On lâche pas. Fait que ça prouve quand même que eux, là, université malgré ça, emploi malgré ça. Oui, mais attends un petit peu là. Mais ouf. Pourquoi sont-ils allés en désintox? Bon, parce que il y avait une dégringolade qui est en train de s'amorcer, là. Attendez un peu. Vous pouvez pas vous droguer à moyen terme et que ça n'ait aucune conséquence sur votre fonctionnalité au quotidien. Non. Ça devait commencer à branler, là. C'est pour ça que les deux sont en désintox. 2 individus intelligents qui se sont dit « Oh, ça s'en va nulle part, notre affaire. » Eh oui. Autrement, il aurait continué. Ouais. Merci tout le monde de votre participation. Oui. Merci beaucoup, Alex, à la mise en onde. Merci beaucoup, Olivier, à la recherche. Merci, Doc Mayou. Oui. Alors, on se retrouve demain. Passez une belle journée. Bye.